Vous ne devriez pas être intimidé. Tout le monde peut bien investir dans le stock. Vous avez l'intelligence et la compétence qu'il faut. Ça ne demande aucune éducation. Tout ce que vous devez avoir, c'est la patience et un peu de recherche. Et voilà, vous avez tout. Vous n'avez aucun souci à vous faire, aucune panique. Bonjour, je m'appelle Peter Lynch. Pendant 13 ans, j'ai été le directeur général de Fidelity Magellan Fund. 9 fois, le marché a chuté de 10% et plus, et j'étais très consistant. Toutes les 9 fois où le marché a chuté, le fonds de mon entreprise a également chuté. Et j'ai appris beaucoup de leçons qui sont vraies aujourd'hui, qui l'étaient il y a 20 ans, et le seront aussi dans 20 ans. Je pense que je peux vous aider à mieux investir. Vous ne pouvez pas apprendre plusieurs années d'expérience en bourse pendant juste une nuit, mais vous avez des compétences à mieux choisir les stocks, meilleurs que ce que vous pensez. Et vous avez également un avantage que personne, à Wall Street, ne dispose. Je suis là pour vous aider à les trouver et en faire usage. Vous pouvez vous demander pourquoi les stocks sont si importants pour les investissements à long terme. La réponse brève est que les stocks produisent des rendements bien plus conséquents que les autres investissements. Ces 60 dernières années, les stocks ont eu un retour sur investissement d'à peu près 10% par an. Les obligations d'État ont donné un rendement de 6% par an et les fonds du Trésor des rendements de 3% par an. Ce n'a pas l'air d'être une grande différence dans les résultats, mais le pouvoir des intérêts composés va créer une énorme différence sur le long terme. Supposons que vous investissez 50 € par an et gagnez 6% par an. Après 30 ans, vous aurez 50 000 €. Quand vos investissements sont imposés, le gouvernement réduit vos rendements tous les ans. Si vous savez que vous n'avez pas besoin de cet argent jusqu'à votre retraite, vous devez placer autant que possible sur un compte d'impôt différé comme le plan d'épargne retraite populaire. Parce que vous ne payez pas de taxes sur cet argent, jusqu'à ce qu'il soit retiré de ce compte. Le pouvoir des intérêts composés va porter le plus grand effet pour vous donner les meilleurs rendements possibles. Plus vous laissez vos investissements et vos rendements se composer, meilleurs seront les résultats que vous allez obtenir à la fin. Si un jeune de 20 ans investit 200 € par mois et qu'il obtient un rendement de 20%, il aura 1,1 million quand il aura 60 ans. Un autre de 35 ans devrait investir 800 € par mois pour avoir le même, 1,1 million à 60 ans. Vous aurez beaucoup de difficultés à obtenir ces rendements de 10% sans certains stocks dans votre portefeuille. Avant de commencer à investir, posez-vous une seule question. Quand est-ce que j'aurai besoin d'utiliser cet argent? La bourse est un investissement à long terme. Si vous avez besoin d'utiliser cet argent bientôt, vous ne devriez pas investir dans la bourse. Cet argent doit être celui que vous êtes prêt à investir dans la bourse et laisser comme tel pendant 5, 10, 20 ans. C'est ce genre d'argent qui vous donnera des rendements énormes. Si vous allez vous soucier de l'argent investi, alors n'investissez pas. Le marché est très volatile. Les stocks individuels sont aussi volatiles. La fenêtre moyenne pour un stock en un an, c'est 50% de son pic et de son creux. Les stocks montent et baissent, le marché aussi. Si vous investissez avec un horizon temporel de 1 ou 2 ans, vous ne devriez pas investir dans les stocks individuels, ni même dans les fonds communs de placement. Si vous êtes assez chanceux d'avoir pu économiser beaucoup d'argent pour la scolarité de vos enfants et qu'ils vont à l'université dans 2 ans, qu'est-ce que vous allez faire si tout d'un coup, le marché baisse? Sur le long terme, la bourse a apporté plus de rendement. Mais sur le court terme, il n'y a aucune certitude sur ce qui va advenir. En 1987, le S&P 500, l'indice qui représente les 500 plus grosses entreprises, a chuté de 33% de son pic en août à son creux en octobre. Si vous aviez le culot de surfer sur cette vague, vous auriez découvert que la performance du S&P de 1987 à 1992, malgré cette chute, a été meilleure que celle des obligations des États et les bons du Trésor. Si vous voulez doubler votre argent rapidement et sûrement, pliez-le en deux et mettez-le dans votre portefeuille. Autre que ça, vous êtes en train de parier avec votre argent. Les meilleurs stocks vont prendre 2, 3 ou même 4 ans avant de montrer des résultats. Ce n'est pas 2 ou 3 semaines, ce n'est pas 2 ou 3 mois. Mes meilleurs stocks ont pris 5, 6, 7 ans. Donnez à vos investissements le temps de croître. Beaucoup de gens m'ont posé cette question. Quel est le bon moment pour vendre un stock? Vendre un stock revient à comparer les histoires. Si l'histoire A est meilleure que l'histoire B, alors vendez l'histoire B et gardez l'histoire A.
et acheter encore plus des actions de l'histoire A. Si vous possédez 8 stocks de 8 entreprises différentes, vous jouez simultanément à 8 jeux de poker différents. Vous ne devriez jouer que dans le jeu où vous avez le plus de chances de réussir. Mais rappelez-vous que ces histoires changent rarement du jour au lendemain. Ça peut prendre des années à une bonne entreprise d'être reconnue comme telle par le marché. Vous devriez donner à vos belles histoires le temps de croître. Votre avantage pour choisir les meilleurs stocks, c'est des choses comme votre expérience avec l'entreprise en tant que client, dans votre tâche en tant qu'employé professionnel ou en tant que voisin. Utilisez ces avantages comme point de départ pour commencer à rechercher les meilleurs stocks. Vous avez plusieurs choses que vous possédez qui feront de vous un bon investisseur. Ils sont inhérents à votre vie. Ils sont entre autres le domaine dans lequel vous travaillez, le quartier dans lequel vous vivez, où il peut y avoir une superbe entreprise locale, ou votre expérience client quand vous voyez un produit, un service qui sont excellents. Nous avons acheté une Volvo qui était meilleure que les autres produits concurrents. C'était plus sûr, le prix était bien fixé et abordable. Puis j'ai fait un peu de recherche et j'ai découvert que les stocks de Volvo, une entreprise suédoise, se vendaient au même prix que son cash. C'est dire que vous ne payez pratiquement rien pour acheter les stocks de cette entreprise. Acheter cette voiture Volvo s'avère être la meilleure manière de commencer à rechercher cette entreprise et à y investir. Quelquefois, les gens pensent que tout est acquis. Mon domaine, c'est le fonds commun de placement. Au début des années 70, le secteur croissait lentement. Puis il a explosé dans les années 80. L'argent est injecté dans le secteur. Comme un idiot, j'ai manqué d'investir dans les stocks comme Dreyfus, Pioneer, T. Rowe Price, Strategic Investment, Franklin Resources, un tas d'entreprises qui ont connu une croissance énorme. C'était mon propre domaine. Tout ce que j'avais à faire, c'est d'acheter ces choses. C'était stupide de ma part. Dans les années 1950, un pompier de la Nouvelle-Angleterre a remarqué une entreprise dans sa ville, qui s'étendait et embauchait de nouveaux employés tout le temps. Cette personne n'avait pas un bon ordinateur, ce n'était même pas un investisseur professionnel, c'était juste un voisin qui observait. Il a décidé de mettre 2000 € par an sur cette entreprise nommée Tambrand, appelée jadis Tampax, vers 1972. Le pompier était millionnaire juste en utilisant ses moyens locaux. L'investissement est un truc personnel. Vous devez le faire vous-même. Vous ne le faites pas avec un comité. Vous devez avoir la force émotionnelle pour supporter la volatilité du marché et des stocks en général. L'organe central ici, ce n'est pas le cerveau, c'est l'estomac. Avez-vous du courage pour tenir cela? Avez-vous la patience pour cela? Vous devriez être capable de vous regarder dans le miroir et être capable de vous dire « Qu'est-ce que je ferais si le marché connaît une baisse ?» Si vous savez cette chose qui fait croître les revenus d'une entreprise, vous allez être capable de trouver également la chose qui va faire croître ou décroître le stock d'une entreprise. Vous n'allez pas juste deviner, vous devriez avoir certaines raisons valables, comme quand leur coût de production baisse ou quand des nouveaux produits vont connaître du succès. La recherche, c'est le fait d'étoffer l'histoire, d'étoffer la raison d'être de l'entreprise. Cela ne veut pas dire que vous devez vous mettre dans une bibliothèque pendant des heures et des heures, lisant des rapports et tapant sur une calculatrice. La recherche doit être stimulante, c'est très peu de calcul. Quand j'ai possédé le stock du constructeur automobile Chrysler, qui était la plus grande position dans mon portefeuille, à chaque fois que j'étais à un match de foot, je voyais au boulevard ou au parking quelqu'un qui conduisait un minivan Chrysler. Je leur demandais leur expérience avec et s'ils étaient prêts à acheter une nouvelle. Les gens répondaient généralement qu'il n'y a pas trop de puissance pour cette voiture et qu'il n'y avait que des versions à 4 cylindres. Moi, je savais que Chrysler travaillait déjà pour des modèles à 6 cylindres. C'est ça ce que je veux dire par recherche. La recherche commence avec les choses que vous savez déjà. Si vous êtes mécanicien, regardez les outils que vous utilisez. Lequel est le meilleur, lequel vous apporte plus de valeur. Si vous êtes docteur, regardez quelle nouvelle technologie sauve des vies, économise les frais d'assurance. Regardez des logiciels qui réduisent les coûts. Vous connaissez probablement quelques bonnes entreprises qui ont ces caractéristiques. L'investisseur moyen peut suivre et connaître 5 à 8 entreprises dans lesquelles ils peuvent tenir des conférences tellement ils connaissent bien ces entreprises. Il y a 10 à 15 000 entreprises publiques aux USA. Il y en a encore plus globalement. Donc, vous n'avez pas à être un expert dans beaucoup d'entreprises. Vous devriez juste très bien connaître quelques-unes. Cette tâche ne requiert que quelques heures par mois. J'ai possédé le stock de l'entreprise Dunkin' Donuts pendant 12 ans.
Je parlais avec les responsables une fois par an. Leur histoire principale, leur raison d'être n'a pas changé. Vous ne devriez pas vous soucier des produits bas de gamme qui sont importés de la Corée quand vous possédez une entreprise qui fabrique des donuts. Vous ne devriez pas vous soucier de l'état de l'économie. Vous ne devriez pas vous soucier si quelqu'un invente une nouvelle puce pour ordinateur. Les revenus de McDonald's ont grimpé, je pense 80 fois ces 30 dernières années. Leur stock a été multiplié par 100. Qu'est-ce qui a fait que le revenu de McDonald's a cru exponentiellement? S'ils s'étaient juste contentés de leurs petits cheeseburgers et petits hamburgers, ils auraient probablement connu des soucis sur le revenu il y a de cela 10 ou 15 ans. Mais ils ont élargi leur menu, ils avaient gardé les coûts bas, ils avaient ajouté le petit déjeuner, ils se sont étendus partout au monde. Tous les jours, ils avaient ouvert 2 ou 3 restaurants. Il y a 10 ou 15 ans, les gens ont cru qu'il n'y avait plus d'élargissement possible pour McDonald's. Et ils avaient tort. S'ils avaient fait les recherches qu'il faut, ils auraient pu remarquer qu'il y a des centaines d'autres pays au monde et donc beaucoup d'endroits pour McDonald's pour s'élargir. Les mauvaises nouvelles de l'économie, comme les taux d'intérêt qui montent, la guerre, les élections, ces éléments peuvent pousser le marché vers le bas. Si vous êtes l'une de ces personnes qui sont constamment en train de lire les graphiques, les statistiques économiques, essayant de deviner le comportement du marché, vous êtes en train de perdre votre temps. Personne ne peut prédire le marché. Vous devez comprendre ceci, le marché va chuter. Durant le siècle passé, il y a eu au moins 50 baisses du marché d'au moins 10%. De ces 50 baisses du marché, 15 ont été de 25% ou plus. Donc, une fois tous les 2 ans, le marché chute de 10%. Et une fois tous les 6 ans, le marché chute de 25%. C'est une grande baisse du marché. Vous devriez comprendre cela. C'est la nature du marché. En 1990, Saddam Hussein était parti au Koweït. Leur système bancaire était mal foutu. Il y a eu une récession. Et vous entendez tous ces bruits. Les meilleures entreprises n'ont rien à voir avec la guerre, rien à voir avec le système bancaire, mais toutes ont chuté en 1990. Le marché a chuté de 20%. Cela vous aurait donné une grande opportunité d'acheter des meilleures entreprises à très bon prix. Derrière chaque stock, il y a une entreprise. Si l'entreprise connaît succès sur le long terme, le stock va suivre également. Si l'entreprise n'a pas de succès, le stock suivra ce comportement. C'est ça votre pari. Nous avons cette entreprise qui a connu un succès phénoménal pendant que des changements s'opéraient au niveau de la Cour constitutionnelle, pendant que nous avions connu des récessions, pendant que nous avons connu des guerres. Toutes ces choses n'avaient aucun effet sur cette entreprise appelée Automatic Data Processing. Donc à chaque fois que le marché baisse, cela vous donne la chance d'acheter à moindre prix. Vous vous dites, je crois formellement que cette entreprise va bien s'en sortir. Si vous commencez à observer ne serait-ce que des symptômes qui justifieraient le fait que cela ne puisse pas arriver, le stock de l'entreprise va très rapidement agir en conséquence. Si l'entreprise ne fait pas preuve du même désir qu'elle avait avant, le stock va suivre automatiquement ce comportement. Regardez l'entreprise Fannie Mae, de juillet jusqu'à octobre 1990. Le S&P 500 a chuté de 21%. Le stock de Fannie Mae a chuté de 42 $ à 26 $, sachant que leurs revenus continuaient de croître. C'était une opportunité incroyable d'acheter Fannie Mae. L'entreprise se performait très bien, le management également. Leur raison d'être était solide et ils avaient un bon business. Vous aviez là l'opportunité d'acheter le stock à moins 38% du prix initial. Si vous commencez à regarder tous les stocks qu'il y a dans ce monde, plus de 3000 stocks sont sur le New York Stock Exchange. Je décompose les stocks en catégories pour faire de telle sorte que les recherches que je mène soient plus faciles. Mettre les stocks dans différentes catégories est la première étape pour développer l'histoire, pour connaître la raison d'être d'une entreprise. La catégorie vous donnera une idée de la question que vous devriez vous poser sur une entreprise quelconque. Et vous ne devriez pas attendre à ce que tous les stocks se comportent de la même manière. Le fait de baser votre stratégie sur une maxime générale, comme cette idée de vendre votre position dès que vous êtes en train de doubler votre argent, ou vendre pendant que le prix chute de 10%, c'est absolument de la folie. Aucune formule générale ne s'applique à tous les stocks. Différents stocks se comportent différemment. Donc il requiert différentes approches et différentes attentes et différents types d'histoires.
Supposons que vous avez réalisé un gain de 50% dans 2 entreprises différentes. L'une de ces entreprises croît rapidement et a énormément de potentiel dans l'avenir. Et l'autre, c'est une vieille entreprise qui croît lentement et qui a déjà saturé 95% de son marché. Et même ce marché lui-même croît lentement. Le gain de 50% sur cette entreprise qui croît lentement est juste fantastique. La probabilité est qu'il était temps de le vendre. Les mêmes gains de 50% pour l'entreprise qui croît rapidement sont juste un morceau de l'iceberg. Il y a essentiellement 5 catégories. La première est composée des entreprises qui croient rapidement. La deuxième, celle des entreprises qui croient lentement. La troisième, ce sont les entreprises qui subissent des cycles de croissance. En quatrième, celles qui ont beaucoup d'actifs. Et en cinquième, celles qui subissent des changements soudains. Les catégories sont des guides et non pas des règles formelles. Il y a des entreprises qui classent dans une catégorie quelconque. Il y en a d'autres qui semblent se classer dans 2 catégories à la fois. Et presque toutes les entreprises changent de catégorie à un moment donné de leur existence. Les entreprises qui croissent rapidement, si elles ont du succès, vont toujours subir des ralentissements dans leur croissance. Elles vont éventuellement être saturées. Celles avec des cycles vont devoir faire face à des longs et très bas cycles, et seront celles qui vont subir des changements. Une fois qu'elles ont recouvré leur niveau d'avant, elles vont certainement subir un cycle encore une fois. Utilisez ces catégories comme des guides pour vous aider à construire votre histoire, mais ne les laissez pas limiter les questions que vous pouvez demander ou les recherches que vous effectuez. Une chose que l'on peut dire à propos des entreprises en général, c'est qu'il est plus facile d'aller de 100 millions de dollars à 200 millions de dollars en chiffre d'affaires que d'aller de 10 milliards de dollars à 20 milliards de dollars en chiffre d'affaires. Donc les petites entreprises ont tendance à avoir plus de potentiel croissance que les grosses entreprises. Cela ne veut pas dire que vous devriez ignorer les grosses entreprises. Certaines grosses entreprises augmentent leur taille et trouvent toujours des niveaux moyens pour accroître leurs revenus. Il y a également de belles opportunités qui existent dans des entreprises à tendance cyclique, peu importe leur taille. La plupart des gens, quand ils pensent aux investissements dans le marché de stock, ils rêvent d'investir dans des entreprises à forte croissance. Une entreprise qui croît de 25% par an. À 25% par an, le profit d'une entreprise va doubler en 3 ans, quadrupler en 6 ans et se multiplier par 8 en 9 ans. C'est comme ça que vous obtenez des grands stocks et des gros rendements sur une décennie. Il n'y en a pas beaucoup de ce genre, mais elles sont juste incroyables si vous tombez sur l'une d'elles.